Salut bande de petits photographes, bienvenue dans CMPR News du mois de mars 2016. Il y a énormément de news à cause du salon CP+, CP+, ou CP+, qui a lieu à Tokyo cette semaine. Donc il y a eu énormément d'annonces de matos, donc on va pas perdre de temps. On démarre tout de suite. Alors, tout d'abord, quelques toutes petites news, mon petit réflexe avant de partir sur le gros gâteau du matos. J'ai revu un petit peu les récompenses sur Tipeee. On a réorganisé un petit peu les choses après 6-7 mois après l'avoir lancé. Le principal changement consiste dans le live notamment, où en fait on se retrouvait à être 2-3 à chaque fois en live, donc c'était des tout petits lives, et puis bon, maintenant on se connaît très bien, c'est l'avantage, mais voilà, je pense que le principe d'un live, c'est vraiment d'avoir du monde et d'avoir de l'interaction. Donc le principe, c'est que maintenant le live, il est dispo pour toutes les personnes qui encouragent mon petit réflexe à hauteur de 1 euro par mois. Donc dès le minimum, on va dire. Voilà. Donc du coup, si vous êtes à 1 euro par mois, vous avez les news, mon petit réflexe, le programme des prochaines vidéos et puis le live. Et puis à partir de 2 euros, c'est toujours le groupe Facebook, le groupe qui est de plus en plus sympa, où on se fait des petits défis entre nous, on se commente un petit peu nos photos les uns les autres. Donc c'est vraiment, voilà, c'est l'avantage d'être un plus petit groupe que sur la grosse page Facebook, on ne peut pas se permettre de faire ça. Là, voilà, c'est vraiment le côté un peu sympa. Puis après, les autres n'ont pas changé. Je vous laisse aller voir sur la page de Tipeee. Je vous mettrai le lien pour aller vous faire une idée si vous voulez soutenir mon petit réflexe. Les revues de photos, vous avez vu que déjà on a changé un tout petit peu le format. Globalement, c'est un format qui me plaît pas mal parce que ça permet de voir toutes les photos, mais quand même d'en commenter certaines. Alors je sais que malheureusement ça ne pourra jamais plaire à tout le monde parce qu'on me dit bah oui mais on envoie nos photos, on aimerait avoir une critique dessus, etc. Mais on ne peut pas le faire sur toutes les photos, ce ne sera pas possible. Donc soit on fait ce format-là, qui je pense marche pas trop mal, avec peut-être 2-3 petits ajustements, soit on fera un système où on tire au sort, ou bien on en choisit 10 et les autres on les montre pas du tout. Moi je pense que c'est quand même plus intéressant de les montrer toutes, même si c'est pour dire un mot ou deux, que de ne pas les montrer du tout. Donc voilà, on va partir sur ce système-là. Et puis ça, c'est dans le cadre du boulot, on avait besoin de faire des photos pour faire une présentation de notre page Facebook, de mettre sur le site internet des photos de l'équipe, etc. On avait tous trouvé des vieilles photos et on s'était dit que ça pouvait être sympa de se faire un petit shooting photo où on avait tous un peu le même dress code, voilà, un petit lien. Je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant parce que je vais faire une vidéo là-dessus. C'était juste pour vous dire que c'était un truc qui était assez sympa et j'ai appris pas mal de choses en essayant de réfléchir à comment on allait faire ce petit shooting, quelles étaient les différentes photos qu'il fallait faire pour une entreprise en fait. Donc c'est pour ça que j'ai appelé ça un peu corporate. Mais pour moi c'est un shooting d'entreprise. Imaginez si vous avez une startup qui dit bah, demain est-ce que vous pouvez venir faire des photos de l'équipe? On en aura besoin pour les réseaux sociaux, pour le site, pour la documentation papier, etc. Comment vous vous y prendriez? Voilà, j'ai eu la chance de pouvoir réfléchir un petit peu là-dessus. Donc je vous ferai une vidéo là-dessus ce mois-ci normalement. C'est parti pour les news matos. Il y en a tout plein. Alors c'est parti, je vais parler sûrement un peu vite. Il y a énormément d'annonces de matériel à ce salon, alors qu'il y a eu le CES de Las Vegas un petit peu plus tôt, il n'y a quasiment rien eu. Donc ça commence vraiment à donner des tendances, je pense, pour les années suivantes. Le CES de Las Vegas, c'est vraiment pour tout ce qui est high-tech, mais la photo commence à se mettre un petit peu à part de tout ça. Donc pour la photo, il y a vraiment le CES de Tokyo au printemps et Photokina en Allemagne à l'automne. Et puis après, il y a d'autres événements comme le CES ou le Salon de la photo de Paris où il ne va pas y avoir grand-chose comme annonce. Alors c'est parti, première annonce, je vais essayer de virer ça quand même. Hop là, j'ai l'impression que ça apparaît à chaque fois que je tourne une vidéo. Donc Canon a annoncé le Canon EOS 80D. Le moment où j'ai vu ça, j'ai sauté au plafond, j'ai fait waouh, incroyable. Et puis le moment où j'ai vu ce qu'il y avait dedans, j'ai fait waouh, c'est pas terrible en fait. Enfin, qu'on s'y trompe pas, ça reste un super boîtier. C'est le successeur du 70D qui est le boîtier que je possède actuellement, qui nous filme là en ce moment, coucou. Mais il n'y a quasiment pas d'évolution majeure. En gros, le capteur a changé, et c'est plus un 20 mégapixels, c'est un 24 mégapixels. Ça ne change pas grand chose. Ils ont rajouté une prise casque pour pouvoir entendre si le son est correct quand on filme en vidéo, parce que c'est une caméra un appareil photo qui est pas mal utilisé pour faire de la vidéo. Et puis, deux, trois petites choses ici ou là, mais rien de bien transcendant. Un intervallomètre, enfin ce genre de truc. Et puis surtout, il filme même pas en 4K, qui est devenu un peu le standard maintenant pour la vidéo.
Et comme ce petit réflexe-là, il est utilisé beaucoup pour faire de la vidéo en APS-C, en tout cas chez Canon, c'est un peu la référence pour la vidéo. C'est vraiment dommage de ne pas voir la 4K arriver là maintenant. Donc bon, si vous avez un 70D, il n'y a vraiment aucune raison de passer à celui-là, je pense. Si vous êtes dans les gammes en dessous et que vous voulez un jour passer sur des boîtiers un peu plus pro, ça reste un super choix. Le 80D, il n'y a pas de problème, hein. Ils n'ont rien enlevé de ce qui fait la force du 70D, mais ils auraient peut-être pu se passer de cette annonce-là et attendre un an de plus pour faire un truc un peu mieux, quoi. Pentax, on va parler de plein de marques différentes pour une fois, ça va changer. Donc Pentax, ils ont sorti le K1 qui est leur premier réflexe plein format. Non pas qu'ils aient toujours fait que des petits formats, ils ont beaucoup de réflexes APS-C, mais ils avaient sorti un boîtier moyen format il n'y a pas très longtemps. Et là, ils ont sorti leur premier plein format. Donc chez Pentax, ce qui est souvent intéressant, c'est qu'on a en général un bon rapport qualité-prix. Donc bon, là c'est du 36 mégapixels, donc c'est pas mal, 1800 $. Donc c'est un prix de lancement qui correspond un petit peu au prix du Canon EOS 6D ou du D750 chez Nikon. Donc ça correspond au prix des bas de gamme plein format chez les autres. Sauf que celui-là, il embarque une stabilisation de capteur, que n'ont pas les autres. Il est tropicalisé, comme très souvent chez Pentax, donc ça veut dire qu'il peut supporter un peu plus la pluie, la chaleur, etc. 4,4 images par seconde, c'est à peu près normal dans cette gamme-là, on va dire. Le seul peut-être souci qu'il peut y avoir, c'est qu'il y a peu d'objectifs qui sont compatibles, parce que c'est leur premier boîtier plein format, donc il faut qu'ils refassent un petit peu leur gamme d'objectifs, si je dis pas de bêtises. Après, il y a peut-être d'autres trucs qui sont compatibles, mais voilà. Et voilà, le truc que j'aime bien moi chez Pentax, c'est souvent l'interface des menus. J'ai eu la chance d'utiliser une fois le Pentax de mon père, et les menus ont l'air d'être toujours les mêmes d'ailleurs. Et c'est vraiment super simple à comprendre, c'est très très accessible. Donc voilà, pour ceux d'entre vous qui aiment bien les Pentax, une nouvelle news. Sigma qui fait des boîtiers, alors j'avais déjà vaguement entendu parler, mais pour moi c'était de l'ordre de l'anecdotique, ça le reste encore, mais je trouvais très drôle la forme de ce boîtier. Ce qui est marrant, c'est qu'ils y vont à fond, quoi. Ils n'hésitent pas à faire un truc vraiment différent de ce que font les autres. Maintenant, ce que ça vaut, j'en ai à peu près aucune idée, on va attendre de voir les tests pour se prononcer. Sony qui a commencé à sortir toute une série d'objectifs en leur nom propre qu'ils ont appelé G-Master, donc avec un gros G orange, qui est donc une gamme d'objectifs qu'ils présentent comme assez haut de gamme. Alors ce qui est compliqué, c'est qu'ils sont tout de suite en compétition avec des Zeiss, parce que chez Sony, jusqu'à présent, il y a beaucoup d'objectifs Zeiss qui pouvaient se monter sur les Sony, et les Zeiss, c'est déjà des super objectifs. Et là, ils les vendent encore plus cher que les Zeiss, donc on va voir s'ils arrivent à tenir la comparaison. Le truc, c'est que, en tout cas dans leur présentation, ils essaient de montrer qu'ils ont tout fait au top et qu'ils ont prévu des objectifs qui vont tenir pendant les 10-15 prochaines années. C'est un peu ça leur idée, c'est-à-dire qu'ils disent qu'ils ont une très très bonne définition, donc un bon piqué, que le bokeh commence à prendre de plus en plus d'importance, et donc ils ont fait attention à avoir le bokeh le plus doux possible, avec des lames d'ouverture qui sont arrondies pour créer un diaphragme, une fermeture du diaphragme la plus ronde possible, avec plein de lames, etc. Donc bon, je pense qu'ils ont vraiment mis toutes les chances de leur côté, mais pour moi c'est vraiment le prix qui est vraiment ahurissant. Donc ils ont un 24-70 à 2400 €, un 70-200 ils n'ont pas encore donné le prix, et un 85 mm f1.4 à 2000 €. Donc c'est beaucoup plus cher que les équivalents chez Canon, chez Nikon, voilà, et parfois même chez Zeiss. Donc soit ils arrivent à faire baisser leur prix après, soit ça va rester, je sais pas, des joujoux dédiés aux riches. C'est un peu bizarre. Chez Sony, ils font des boîtiers qui sont globalement assez compétitifs en termes de prix et avec des super capacités, mais les objectifs sont toujours vraiment très chers. Donc je comprends pas trop leur stratégie, d'autant plus que c'est des objectifs qui sont pas stabilisés. Encore une fois, il me semble, hein, vraiment, parce que chez Sony, ils partent vraiment dans l'idée qu'on va stabiliser les capteurs. Donc voilà, bon, c'est intéressant. La stabilisation, il faudra vérifier quand même. J'ai peur de dire une bêtise, mais il me semble. Chez Sigma, par contre, eux, ils sont pas stabilisés pour la plupart. Ils ont sorti aussi 3 nouveaux objectifs, donc un 30 mm f1.4, pas trop cher d'ailleurs, quand on connaît la qualité des objectifs Sigma de nos jours, ça peut être pas mal. Un qui a fait beaucoup de bruit, c'est le 50-100 mm f1.8, qui est spécialement dédié au boîtier APS-C. Il est vraiment à mettre dans la même gamme que le 18-35 f1.8, qui était à l'époque le premier objectif zoom à ouverture f1.8.
Et donc ils ont récidivé, mais avec 50-100 mm, donc voilà. Il y a beaucoup de gens qui étaient très excités à ce sujet-là. Moi, perso, ça m'excite vraiment pas du tout, parce que 50-100 mm, c'est vraiment une plage focale que j'utilise très peu. Je vais plutôt utiliser les 200-300 pour prendre des animaux, etc. Et puis plutôt des grands angles. Mais je suis très peu entre 50 et 100 mm. Par contre, les gens qui font du portrait doivent être très 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 contents de voir ce type d'objectif arriver. Même si ça fait quand même un bazooka quand même. C'est assez massif, quoi. Euh, Moi, je pense quand même que pour du portrait, à part peut-être si vous faites des séances shooting avec des mannequins, etc., c'est quand même mieux d'avoir un petit objectif discret, un 50 mm, un 85 mm qui sont grands comme ça, qui ont un côté un peu moins intrusif que de pointer un bazooka vers quelqu'un. Je sais pas, vous me direz un peu ce que vous en pensez, voilà. Et puis, ça c'est assez intéressant, ils ont proposé un adaptateur Sony, donc c'est-à-dire que globalement, ces dernières années, pour dire ce qui est, les boîtiers Sony sont super excitants, ils ont des super capacités, etc. Mais on dit qu'il n'y a pas assez d'objectifs. Les objectifs Sigma sont au top parce que tout le monde dit au top du piqué, au top du bokeh, au top de la qualité de fabrication, machin. Mais il n'y avait jamais de Sigma qui sortait, qui pouvait se monter sur les Sony directement. Il fallait toujours mettre des adaptateurs et on perdait l'autofocus ou il était moins bon ou je sais pas quoi. Et donc là, Sigma a dit, on sort un adaptateur pour Sony pour mettre toutes les optiques Sigma et il me semble même les Canon aussi, les Canon EF, sur les appareils photo Sony. Donc a priori, ça a l'air plutôt excitant comme news. Enfin, toutes les Sigma, c'est toutes les dernières qui sont sorties, hein. Mais je demande à voir, faut voir. Parce que mon avis, dès qu'il y a un adaptateur, il y a toujours de l'électronique en plus, c'est toujours un petit peu moins bien, un peu moins performant que si on le monte directement sur la monture d'origine. Voilà. Donc on verra ce que ça donne. Tamron aussi a annoncé des trucs, donc ils ont annoncé un 85 mm f1.8, ils ont annoncé la nouvelle version, la 2 ou la 3, du 90 mm f2.8 macro, qui est très très réputé, qui est stabilisé. Visiblement, ils ont encore amélioré la stabilisation, donc pour de la macro, ça peut vraiment commencer à être très 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 chouette. Et puis, ils ont aussi sorti un dock pour régler ses objectifs, à l'image de ce qu'avait fait Sigma il y a quelques temps. Donc, c'est juste une petite plateforme comme ça qu'on branche en USB. Et on peut venir mettre son objectif Tamron dessus et faire des micro-réglages d'autofocus, de plein de choses. On peut updater le firmware donc, de l'objectif. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire, visiblement. Je ne sais pas trop à quoi ça sert, à part si vraiment vous êtes super super spécialisé. Mais peut-être que certains d'entre vous, ça les intéresse aussi. Donc pareil, ça m'intéresse de savoir dans les commentaires pourquoi vous achèteriez un dock de ce type-là et si vous le feriez. Pour vraiment micro-régler vos objectifs. Sachant que souvent les appareils photo le proposent, mais peut-être que si on règle sur l'objectif directement, c'est peut-être plus performant que si on le corrige dans le boîtier. À voir. Canon qui en fait avec son 80D avait annoncé le 18-135 IS Nano USM. Donc deuxième coup de gueule Canon de la soirée, je suis pas très content sur votre 80D qui apporte pas grand chose par rapport au 70D. J'en ai un petit peu marre de la multiplication des appellations. On finit par plus rien piger. Donc chez Canon, il y avait avant les USM, Ultrasonic Motor, qui étaient en fait beaucoup plus silencieux que les objectifs normaux. Ensuite, ils ont sorti les STM, Stepping Motor, je crois, ou Stepping machin motor, qui sont beaucoup plus doux en vidéo et très silencieux aussi. Et donc on se disait, bon, les STM vont remplacer les USM, tout va bien. Et bam, ils nous sortent un truc qui s'appelle Nano USM, qui est encore un nouveau truc. Voilà, je ne sais pas exactement ce que c'est, j'ai même pas envie de savoir ce que c'est comme technologie. Ça m'énerve qu'ils inventent 50 appellations différentes pour des objectifs qui ont déjà des noms à rallonge. Voilà, je trouve ça un petit peu con-con. Bref, et puis ils ont sorti un autre truc que je trouve un peu con-con aussi. Vraiment Canon, là, ils me déçoivent un petit peu en ce printemps. Ils ont sorti pareil, peut-être que vous avez trouvé ça bien. Une sorte de petit boîtier qu'on va mettre en dessous de son objectif, en particulier de celui-là, et qu'on branche sur l'appareil photo, et qui permet de zoomer. En fait, il y a comme un petit bouton, un truc comme ça, et donc ça va mécaniquement faire zoomer l'objectif, pour que le zoom se fasse de manière totalement progressive. Et je trouve que bon, déjà, rajouter un petit machin qu'on va mettre dans notre boîtier, etc., juste pour avoir un zoom qui soit plus propre, c'est déjà
lourd, quoi. Alors sachant qu'il existe déjà, si on veut avoir un équipement lourd, on peut déjà prendre un follow focus. Et il existe plein de systèmes tarabiscotés pour faire ça. Mais la petite remarque que je me faisais, mais encore une fois, peut-être que je suis le seul à penser ça, c'est que dans les vidéos de nos jours, on voit très très rarement des effets de zoom avant ou de zoom arrière. Ça se fait presque plus en fait. Et du coup, je me demandais si c'était vraiment un accessoire qui était utile aujourd'hui. Donc, pareil, ceux d'entre vous qui font de la vidéo, est-ce que vous achèteriez un truc comme ça? Vous trouvez comme moi que c'est un peu débile? Ça m'intéresse de savoir votre avis. Bon, en tout cas, bon. Donc Canon, j'attends votre 5D Mark IV, il a intérêt à arriver bientôt, il a intérêt à envoyer du pâté. Une news un peu plus tech, c'est-à-dire un peu plus dans le futur, Fuji et Panasonic, dont on n'avait pas parlé encore, ils avaient dévoilé, je crois, en 2013, qui travaillaient sur une nouvelle technologie de capteur qui s'appelle Organic Capteur, un truc comme ça. Alors c'est pas parce qu'il y a des matières vivantes à l'intérieur, hein, mais je crois que c'est parce que c'est fait à partir de carbone au lieu de silicium ou une histoire comme ça. C'est une nouvelle technologie et ils l'ont encore améliorée. Donc ils ont annoncé que sur ce capteur, ils arrivent aujourd'hui à mesurer l'équivalent d'une plage dynamique de 40 stops. Alors pour avoir un ordre d'idée, les meilleurs capteurs aujourd'hui sur des boîtiers plein format, on va dire, sont aux alentours de 15 stops de plage dynamique. Donc là, on est 2 fois et demi au-dessus. Donc c'est vraiment énorme. Ça veut dire qu'on pourrait carrément prendre une photo quasiment noire et puis augmenter de 10 stops la plage dynamique ou 15 stops la plage dynamique et retrouver une photo totalement claire avec quasiment aucun bruit. Donc ça, c'est assez impressionnant et ça veut dire qu'une fois qu'on a des capteurs comme ça, le HDR, c'est plus la peine, il n'y a plus jamais besoin d'en faire, plus jamais, jamais. Donc c'est vraiment, je pense, assez intéressant et assez prometteur. Donc si vous voulez vraiment apprendre le HDR et que c'est trop compliqué, attendez quelques années que ces trucs-là sortent et puis vous n'aurez pas besoin de vous embêter avec ça. Quelques concours. Alors, il y a un concours avec une petite attention quand même. Je suis tombé là-dessus, Panobook. Donc c'est jusqu'au 3 mars, donc il faut se dépêcher quand même. Alors attendez. Oui, en fait, ce sera peut-être trop tard au moment où ça va sortir. Donc c'est pas grave, on va pas faire gaffe. Juste pour l'exemple alors, mais c'est juste trop tard ou alors ce sera pour l'année prochaine. Je suis désolé, là je tourne cette vidéo le 29 février, j'ai pas percuté que quand je posterai la vidéo, c'était après le 3 mars. Bref, il y avait 8 jours à gagner en Islande, c'est un concours de photos panoramiques où il faut avoir rassemblé plusieurs photos. Et en fait, il propose 150 gagnants. Mais le premier a son voyage en Islande, le deuxième il a du matos, le troisième il a un tout petit peu de matos. Et les 147 suivants, en plus des 3 premiers, ont la chance d'avoir leurs photos publiées dans le livre Panobook. Petit livre Panobook que l'on peut ensuite acheter dans la boutique du site Panobook. Et donc du coup je me suis dit, je vais aller voir dans les conditions générales du concours comment ça se passe. Et donc je vais vous la faire courte parce que là c'est en anglais et puis c'est écrit trop petit pour vous de toute façon. Mais globalement, voilà, le texte dit, et vous verrez pourquoi je vous lis ça parce qu'il y a un autre concours après, que donc les participants autorisent Color, donc la société qui organise tout ça, tous les droits de reproduction, d'utilisation et de publication des images qui ont été soumises libres et de manière non exclusive pour la promotion et la publication de toutes ces œuvres de photographie de panorama, de photographie panoramique, entre parenthèses, Panobook. Donc ça, c'est très courant. La première partie de la phrase, en tout cas, c'est-à-dire qu'ils disent on a le droit, vous nous donnez le droit d'utiliser vos photos pour faire la promotion du concours, etc. Donc mettre votre photo sur la page Facebook, mettre votre photo sur un dépliant ou un truc comme ça, c'est assez courant dans les concours quand même, et il n'y a pas trop de soucis avec ça. Par contre, la deuxième partie dit qu'on donne aussi tous les droits pour la publication du livre, et la promotion et la publication du livre. Et ça m'embête un petit peu. Donc voilà, après ils disent ça inclut les droits de publier les images sur les réseaux sociaux, sur le site panobook.org, sur color.com et dans tous les autres sites qui font un lien vers le concours, les sites internet, les magazines, etc. Et puis Color n'utilisera pas les images que vous avez soumises pour aucune rétribution payante en dehors de la Collection Work of Panoramic Photograph, entre parenthèses Panobook. Donc pour moi, ça veut bien dire, parce que c'est pas plus clair que ça, que toutes les photos que vous allez soumettre au concours vont, si elles sont gagnantes, être publiées dans le livre, et notamment les 147 qui n'auront pas eu de prix là, et ils auront un peu tout perdu parce qu'ils vont être publiés dans le livre,
Et puis eux vendent le livre et ils récupèrent les sous des ventes de livres, mais il n'y a aucune rétribution qui revient aux auteurs des photos sur la vente du livre. Donc moi, ça m'embête un petit peu. Mais après, bon, si c'est une photo qui dort sur votre ordinateur et que quelque part vous vous en fichez pas mal que d'autres gens qui ont eu cette initiative gagnent un peu de sous sur votre photo, je veux dire, si vous la publiez pas, il y a de toute façon personne qui gagne des sous avec, donc voilà. Mais pour moi, c'est bien clair là-dedans qu'on ne touche pas de sous sur ces photos, quoi. Et un autre concours qui laisse plus de temps, celui-là, parce que c'est jusqu'au 30 septembre, qui est organisé par l'ESO, l'Observatoire Austral Européen, donc European Southern Observatory, qui s'appelle les Photo Nightscape Awards. Et là, ça c'est un putain de concours, parce que donc c'est un concours de photos de nuit, en particulier avec des étoiles, voilà, c'est l'Observatoire européen, donc des étoiles, des voies lactées, des choses comme ça. Il y a plusieurs catégories, en ville, en dehors des villes, etc. Il y a une catégorie moins de 18 ans. Moi je trouve ça plutôt cool d'avoir une catégorie dédiée aux jeunes, ça c'est vraiment sympa. Et donc à gagner, il y a un voyage à Paranal. Et Paranal, comment vous dire, ça envoie du pâté parce que c'est donc au Chili, dans le désert d'Atacama, et c'est là qu'il y a le VLT, le Very Large Telescope. Vous savez, c'est 4 télescopes qui travaillent de concours pour faire l'équivalent d'un immense télescope. C'est aujourd'hui le système de télescope qui a la plus grande précision au monde dans le spectre visible et infrarouge, si je ne dis pas de bêtises. Sinon ma femme va me taper parce qu'elle est là-bas en ce moment en train d'observer justement. Et donc voilà, il y a possibilité de gagner un voyage là-bas. Donc moi je vais participer parce que j'ai jamais eu la chance d'y aller. Ma femme y va pour son boulot, mais elle ne peut pas emmener son mari malheureusement. Donc du coup je vais y participer et puis je vous invite tous à y participer aussi. Donc ça se passe sur www.photonightscapeawards.com, je mettrai le lien dans la description. Et cette fois-ci, les conditions, elles sont beaucoup plus claires. Elles sont écrites en français en plus. Droit sur la photographie. L'auteur autorisé cède ses droits de reproduction de sa photographie, témoignages fournis pour la promotion, la communication et la publicité, l'édition, tous les médias, etc. Voilà, pour une période de 3 ans. Donc ça, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. C'est pour la promotion, pour la publicité du concours. Vous autorisez à utiliser cette image. Par exemple, pour la promotion de leur concours 2016, ils montrent l'image du gagnant 2015. Voilà, ça me paraît assez logique. Aucune autre utilisation ne sera faite sans l'accord préalable et écrit du photographe. Boum, là au moins c'est clair. Chaque gagnant autorise l'organisateur à utiliser sa photographie et à opérer tout montage ou toute adaptation des images et ou vidéos ainsi enregistrées. L'auteur autorise l'organisateur à utiliser gratuitement ses photos dans l'exposition itinérante dédiée au prix PNA 2016. Ok. L'organisateur s'engage à créditer sur tout support les photographies des auteurs comme suit. 2016, copyright, nom de l'auteur-PNA. Donc au moins c'est très clair, on sait qu'on peut systématiquement nous retrouver aussi, donc ça c'est très bien qu'ils précisent ça. Les participants s'engagent sur l'honneur à détenir l'ensemble des droits, des photographies, disposer des autorisations légales des personnes et ou des propriétaires des bâtiments, éclairage et architecture qui pourraient être présents sur les documents envoyés. L'organisateur dégage sa responsabilité en cas de violation de tout droit à l'image. Voilà, là on a vraiment un règlement qui est bien écrit et du coup ça fait plaisir à voir et on sait qu'on met les pieds dans un endroit plutôt sécurisé. Donc voilà, un super concours, je vous invite à participer, moi je vais en tout cas participer, et puis on se partagera nos photos sur la page Facebook. Voilà, c'est tout pour ces grosses news, j'espère que ça n'a pas pris trop de temps, j'ai essayé d'aller assez vite quand même sur le matos, parce que bon, ça n'intéresse pas tout le monde non plus. Et puis on va finir avec les photos que j'ai publiées sur la page Facebook en février 2016, et moi je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.